Parcours de vie sur Fan Auvergne en partenariat avec le Salon du Livre, 4e édition, Salon du Livre Roya Chamalières, dont la présidente Françoise Atex-Vandamme est avec nous dans le public. Je la cherche du regard, elle est là, je la salue. Merci Françoise de nous proposer chaque année, c'est la 4e édition, un panel d'écrivains, d'écrivaines qui viennent ici à Roya, à Chamalières, en tout cas en Auvergne, pour rencontrer le public. Et merci de nous proposer que certains d'entre eux viennent nous voir, notamment Irène Frein et Patrice Duhamel aujourd'hui devant les caméras de Parcours de vie. Merci monsieur, merci madame d'être avec nous. Irène Frein, vous êtes la marraine de ce Salon du Livre. J'ai envie de vous demander pour quelles raisons vous acceptez de marrainer, c'est pas très beau, mais en tout cas d'honorer de votre présence un tel rendez-vous avec le public. Est-ce que c'est important pour vous d'aller à la rencontre du public précisément ? Dès qu'on vous propose c'est marrainage, comme vous dites, moi je trouve que c'est un très joli mot, c'est un honneur qu'on vous fait, ça veut dire qu'on pense que vous allez pouvoir aider à créer du lien. Donc si j'accepte, parce que je crois que c'est essentiel d'aller dans tous les actes de la vie vers les autres, dans la rencontre. Nous apprenons tous beaucoup de nos lecteurs. Donc c'est pas simplement qu'on apporte quelque chose. Je crois que nous allons tous, nous les écrivains, beaucoup apprendre. Qu'avez-vous appris, par exemple, de vos lecteurs lors de rencontres ? Parce que le regard du public peut aussi être très dangereux. À un moment donné, vous êtes certaine d'avoir écrit quelque chose de beau, d'intelligent, de noble, et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive et vous dit « moi, j'ai pas du tout compris » ou « j'ai pensé ça et ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez, vous, écrit ». D'abord, quand ça se passe, ça nous fait du bien, parce que ça nous délivre de notre petit ego, de notre petit nombril, de notre narcissisme. Je crois que quand on crée, dans tous les domaines de la création, nous sommes le créateur est son pire ennemi. Par ailleurs, il y a aussi un effet positif, c'est que nous vivons quand même aussi dans le doute. Nous ne sommes pas simplement des gens qui arriveront comme King Kong, comme ça. Et donc, rencontrer des lecteurs qui vous disent quand même assez souvent qu'ils ont bien aimé vos livres, ça fait du bien. Vous retournez galvanisé, vous dites je sers à quelque chose dans ce monde où très souvent on se dit à quoi sert un livre, qu'est-ce qu'on est devant ces médias tonitruants, parfois abrutissants. Enfin, les lecteurs vous apprennent sur vos livres. Et ça devient diablement intéressant. Vous voulez dire qu'ils ont une autre lecture que la lecture que vous avez eue vous-même à travers l'écriture. Évidemment. Oui, mais moi-même en tant que lectrice, parce que j'ai commencé par lire des livres et puis j'en lis toujours, je vois souvent, mais c'est totalement légitime, c'est le lecteur aussi qui écrit le livre, entre les lignes, des intentions qui étaient certainement présentes dans l'esprit de l'écrivain qu'il n'a pas vu. Il est dans son monde, il est dans sa bulle, et heureusement que les choses lui échappent. Et ces échanges-là sont profondément galvanisant. On revient le même livre gonflable. peut-il être lu par de 1000 manières différentes ? Mais bien entendu, on s'en aperçoit dans les rencontres. Vous avez des lecteurs qui, au moment des questions, disent des choses différentes. C'est très drôle d'ailleurs, parce que quelquefois, ils s'étripent. Alors là, c'est gagné. Quand les lecteurs se bagarrent et disent « Non, l'auteur a voulu dire ça !» Et puis l'autre, c'est génial. Alors là, le livre et le Salon du Livre a rempli complètement sa fonction. Patrice Duhamel, même question quelque part. Pourquoi vous, homme de télévision, journaliste, ancien patron de France Télévisions, vous avez à un moment donné décidé, à travers les livres que vous écrivez, on parlera de celui que vous avez écrit avec Jacques Santamaria, mais pourquoi décidez-vous de parcourir la France à la rencontre du public ? D'abord, il y a une différence majeure entre Irène et moi. C'est qu'elle est écrivaine, on dit ça j'espère. Comme vous voulez. Et romancière, moi je suis un journaliste qui écrit des livres. Je ne me prends pas pour un écrivain, donc il faut un minimum d'humilité dans la vie. Vous n'écrivez pas de romans, vous ? Non. J'écris des scénarios de fiction pour la télévision, mais qui sont des fictions politiques.
donc qui sont basés sur le réel, qui sont un peu fictionnés, mais qui sont basés sur le réel. Non, simplement, moi j'avais envie, à partir du moment où je n'exerce plus de responsabilité comme j'ai pu le faire pendant une trentaine d'années, de faire partager une expérience, une histoire. J'ai eu la chance, parce que je crois que c'est vraiment une chance comme journaliste, de suivre pendant presque 40 ans tous les grands moments de la vie politique française, toutes les élections présidentielles, les quinquennats, les septennats, etc. Et j'en ai tiré un certain nombre de leçons. J'ai envie de les faire partager, voilà, tout simplement. Et c'est le cas de ce dernier livre, où j'avais envie de réhabiliter le rôle des femmes dans la vie politique, dont on ne parle jamais et qui pourtant joue un rôle absolument majeur. On va revenir sur votre livre. Quelque part, il y a un lien, et c'est pas par hasard que je vous ai proposé d'être ensemble là pour cet entretien, parce que vous mettez les femmes à l'honneur, vous les mettez différemment à l'honneur. Encore un mot avec vous, Patrice Duhamel. Cette élection présidentielle qui s'annonce dans notre pays est peut-être extrêmement marquée cette fois-ci, et c'est le propos d'Irène qui m'y fait penser, par la surabondance des médias et aussi et surtout des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que là, il y a une donne nouvelle qui peut peut-être à un moment donné faire une vraie différence pour tel ou tel? Bon, il y a des certitudes, c'est que les réseaux sociaux et bien entendu les médias, notamment les chaînes d'information continue, jouent un rôle de plus en plus important. Il y a une seconde certitude, c'est que les candidats vont jouer cette carte, notamment cette carte des réseaux sociaux. S'agissant des chaînes d'information continue, je crains que la plupart des candidats ne les suivent plutôt que ne les précèdent, ce qui est un autre problème, mais un vrai problème. Sur les réseaux sociaux, ils vont faire comme font les Américains, les candidats aux États-Unis depuis une grosse vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'effectivement, ils vont s'en servir. Après, pour le meilleur et pour le pire, parce que quand on voit la réaction instantanée, les réflexes des réseaux sociaux, quand il y a tel ou tel épisode politique, telle ou telle émission à la télévision, etc., il y a des moments où c'est enrichissant, et la plupart du temps, c'est plutôt absolument effrayant. Donc il faut maîtriser et réguler tout ça. Irène Frein. Mais pardon, sur la campagne présidentielle, oui. C'est pas le lieu d'en parler. Ce qui me frappe jusqu'à présent, à une ou deux exceptions près, c'est que c'est une gigantesque surenchère démagogique. Donc il faut que les Français, et peut-être à travers les réseaux sociaux, essaient de calmer et de moduler un petit peu les choses. Irène Frein, vous avez écrit « Marie Curie prend un amant » paru chez Seuil. Alors le 4 novembre 1911, dites-vous, un journal à grand tirage annonce une nouvelle extravagante, Marie Curie a un amant. La presse et l'opinion s'enflamment, procès, duel, publication de lettres volées, l'ouragan médiatique est énorme. Marie manque d'y laisser la vie. Pourquoi n'aurait-elle pas eu le droit à un amant ? Oui, elle est veuve, pour commencer. C'est en 1911, mais c'est une femme de génie. Elle est considérée comme fragile puisqu'elle est veuve, et elle est considérée comme la veuve illustre. C'est-à-dire qu'à partir de la mort accidentelle de Pierre Curie en 1906, l'opinion considère, un peu comme elle le fera des années plus tard avec Jackie Kennedy, qu'elle est l'archétype de la veuve vouée au malheur et au sacrifice. Et au souvenir de son mari. Et au sacrifice jusqu'à la fin de ses jours. Sacrifice, dites-vous. Oui, mais c'est l'image sacrificielle qu'on a de la femme à ce moment-là. Alors évidemment, il y a des intentions politiques derrière ça. D'abord, il y a un conflit entre les conservateurs et les progressistes en 1910-1911. Les conservateurs les plus ultras veulent ressusciter l'affaire Dreyfus, c'est toujours pas passé, on prépare la guerre, les affiches de mobilisation sont déjà prêtes, il n'y manque que la date, et Marie Curie appartient à un groupe de Dreyfusards sans elle-même ne s'être jamais engagée, non plus que Pierre Curie. Et donc il faut sus à l'étrangère, on va dire qu'elle est juive, elle ne l'est pas. Et elle va être obligée de se justifier, ce qui pour elle va être un crève-cœur de n'être pas juive. Et surtout, c'est l'idée de la femme et de la science. Son nom est à jamais attaché à celui de la science dans notre pays, à l'évolution de la science. Et donc, on va créer de toute
pièce à partir de lettres volées dans l'appartement que Paul Langevin, grand savant lui-même, loue avec elle dans le 13e arrondissement. On va fabriquer, si vous voulez, l'idée de l'étrangère. On va même parler de Brinvilliers, d'une empoisonneuse, qui vole le mari d'une vraie mère française. Donc avec des accents nationalistes, enfin, alors, porteuse de chair à canon, en quelque sorte. J'ai envie de vous faire réagir à votre propre titre. Marie Curie prend un amant. Elle le prend, oui. Oui. D'accord, mais pourquoi pas le titre Marie Curie retrouve le bonheur? Parce que on n'est pas dans la collection Harlequin. Hein, non, mais d'accord. Histoire. Mais si vous dites, on vous vole des lettres. On vous dit Marie Curie retournée en Pologne. On oublie en passage qu'il y a le radium. Elle a découvert le radium. Elle manque de perdre son prix Nobel à un jour près. Moi, je trouve que c'est pas la bibliothèque. Donc c'est sa faute d'avoir pris un amant? À mon sens. Non. Enfin, oui, d'abord quand on le prend et qu'on ne le subit pas, je trouve que c'est déjà mieux. et puis, je vois pas où est la faute. Ils veulent se marier, elles veulent former ce qu'on appelle une famille recomposée. J'ai trouvé des éléments dans ces textes là-dessus. Et on est en 1911. Puis, en plus, pour moi qui respecte infiniment l'amour, cette femme est amoureuse. Et elle est prête à mourir pour Paul Langevin. Les lettres qu'on a retrouvées d'elle, que j'ai retrouvées, sont flagrantes. Et puis surtout, sa comptabilité le prouve. Alors, c'est-à-dire je me suis tapé la comptabilité de Marie Curie pour savoir ce qui se passait dans sa tête. Partant de l'idée que moi, quand je fais dans ma vie... Vous avez vu son train de vie mes flûtations de carte bleue dénotent assez mon état sentimental ou mental. Et on peut avoir découvert le radium et être un être doué de sentiments et de passion. Marie Curie, c'est une romantique polonaise. Et je peux vous dire, économe et même radin comme elle est, quand elle commence à acheter des fourrures et même des robes blanches, des tenues total look blanches, là, je me suis dit, oui, ça va. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a intéressé? Elle fait plus que moi. Hein. Qu'est-ce qui vous a, Irène Frein, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce, j'ose dire, détail de la vie de Marie Curie, ou en tout cas cette tranche de sa vie? Moi, on m'avait vendu Marie Curie, d'abord noire, sinistre, austère, ayant découvert au lycée, hein, à l'école. Quand vous C'est vrai que pardon, je vous interromps, mais c'est vrai que sur la photo, on la voit habillée en blanc. Alors que c'est une photo que la famille ne veut pas diffuser. Voilà, alors que la plupart des photos de Marie Curie, elle est en noir. Elle est amoureuse ce jour-là, elle est amoureuse de Paul Langevin. J'ai reconstitué les circonstances. Mais comment avez-vous obtenu la photo si la famille ne veut pas la donner? Je l'ai obtenue sans dire ce que je faisais. Il y a du journaliste en elle. Hein. Oui, mais j'en fais. et vous savez, tout texte est l'élucidation d'un secret. On essaie, par exemple, Patrice essaie de, je suppose, j'ai pas lu, mais je vais le lire, de comprendre ce que c'est qu'une femme d'influence. Un roman, c'est toujours une élucidation d'un secret. Un texte comme celui-ci, qui est une reconstitution historique, tout est vrai, c'est pas du roman. C'est d'essayer de comprendre pourquoi. Moi, quand même, on vend une Marie Curie toute noire, sinistre, pas belle, et moi, je découvre une femme qui a un amant, qui a 44 ans, qui est prête à mourir pour ce beau Paul Langevin, et qui manque d'être assassiné. Je me dis, tiens, mais on m'a pas dit la vérité, quoi. Vous avez appris on me cache quoi quelque chose. Vous avez appris quoi sur elle? J'ai appris d'abord que ce groupe de scientifiques auquel elle appartenait sont des gens formidables. Ils ont fondé la science moderne, c'est la théorie des quanta, la relativité, c'est toutes sortes d'inventions. Votre montre à quartz, l'IRM que vous passez, c'est Paul Langevin. Quand vous avez une radiologie simplement des dents, c'est Marie Curie. Une radiothérapie, merci Madame Curie, hein, merci aussi Pierre Curie. C'était des merveilleux fous pensants. Et j'ai appris surtout qu'on peut être scientifique et aussi frappadingue qu'un littéraire. Et moi qui étais littéraire et qui était considérée comme une fantaisiste parce que j'étais littéraire, je me suis dit que j'étais quelquefois beaucoup plus rigoureuse et alors une capacité à devenir amoureux qui est absolument fantastique. Une capacité à devenir amoureux, ça veut dire qu'il faut vraiment se programmer pour devenir amoureux?
Ah non, pas du tout. C'est qu'ils se laissent aller, ils se lâchent, tant mieux. Qui se lâche? Quel bonheur. On est là pour se lâcher, nous aussi. Pas simplement pour se faire semblant d'être des gens très sérieux. On est très sérieux, mais on est aussi là pour vivre. Et elle a vécu. Et c'était une immense romantique. Elle était folle d'un poème romantique qui est celui-ci. Aime tant que tu peux aimer. Aime jusqu'au bout. Ne te retrouve jamais devant une tombe à pleurer. Mais ça, c'est l'un des textes fétiches de Marie Curie. Je l'ai retrouvé dans son dossier médical, figurez-vous, à la BNF. Merci beaucoup, Irène Frein. Marie Curie prend un amant. On va rester sur les femmes d'influence parce qu'elle a forcément eu une influence sur la science, ça c'est évident. Très grande influence. Sur la paix. Sur la paix Elle et sur le monde qui était le sien. Dans une commission de la SDN et elle voulait œuvrer pour la paix. Patrice Duhamel, vous avez écrit avec Jacques Santamaria « Jamais sans elle » avec un S, donc les femmes, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir. Vous dites en introduction, pour présenter votre livre, qu'y a-t-il de commun entre Yvonne de Gaulle, Adélaïde Jaurès, Jeanne Blum, Marie-Louise Chirac, Charlotte Badinter et la princesse Mathilde Bonaparte, point d'interrogation. Elle confirme tout l'adage populaire qui nous dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Vous en êtes convaincu, vous ? Ah oui, totalement. Il y a un point commun entre les deux livres, c'est qu'une des premières femmes ministres sous la République, c'était la fille de Irène Joliot-Curie, au moment du Front populaire. Il y a eu 4 femmes, même pas ministres, même pas secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État. Mais enfin, c'était un progrès puisque c'était la première fois. Et elle était chargée dans le gouvernement de Léon Blum, du Front populaire, de la recherche scientifique, ce qui était logique compte tenu de ses compétences. Comment expliquez-vous ce tandem donc entre un homme de pouvoir, d'influence, et du coup une femme qui aussi prend une influence ou qui a une influence sur cet homme. Et on verra que souvent, il ne s'agit pas que de leur compagne, de leur maîtresse ou de leur femme. Ce qui ressort du livre, c'est le rôle des mères. Voilà. Alors, bien entendu, les femmes, comme on le Parce que nous sommes bien d'accord, Marie-Louise Chirac, c'est la mère. Marie-Louise Chirac, c'est la de mère. Chirac. Charlotte Badinter, c'est la mère de Philippe Séguin, la mère de Hollande, la mère de Sarkozy, la mère du général de Gaulle, qui a toujours dit Charles sauvera la France, mais depuis son plus jeune âge. C'est un point commun, c'est le rôle. Alors, peut considérer que c'est une sorte de banalité dans la mesure où chacun et chacune pourrait dire bah oui, ma mère a joué un rôle majeur dans mon parcours. Votre etc. maman a joué un rôle. Voilà, bien entendu. Mais là, il se trouve que ces mères ont joué un rôle politique absolument majeur. Est-ce qu'elles l'ont Peut-être que le prochain président de la République, si c'est Alain Juppé, on dira à ce moment-là, il l'a d'ailleurs souvent dit, et dans son dernier livre, c'est que c'est la femme qui a joué le rôle majeur pour lui, avec une exigence absolument incroyable, c'est sa mère, qui a disparu il y a quelques années, et qui lui avait dit « tu dois être premier en tout ». Lorsqu'il était, non pas premier, mais lorsqu'il était 2e ou 3e au lycée, il tournait autour de chez lui pendant 2 heures parce qu'il avait peur de se faire sanctionner en arrivant parce qu'il n'avait pas été premier. Voilà, alors on peut considérer que c'est un peu effrayant que formaté comme ça, mais enfin l'ambition d'un homme comme Alain Juppé, comme de tous les autres dont nous parlons, il y en a une grosse vingtaine à peu près entre Napoléon Ier et aujourd'hui, c'est le rôle des mères. Alors je vais vous poser la question un petit peu différemment, Patrice. Ces hommes de pouvoir, d'influence, qui ont des responsabilités, il y a autour d'eux, on le sait, des phénomènes de cour. Oui. Vous les avez vous-même en tant que politologue et journaliste largement remarqués, repérés, analysés, commentés. Est-ce que c'est cette solitude en fait et ce phénomène de cour qui font qu'à un moment donné, ils ne peuvent avoir confiance qu'en leur mère ? Il y a quelque chose de ça, puisque les courtisans politiquement ne servent pas à grand-chose, sauf quand ils sont brillantissimes, comme a pu l'être un homme comme Talleyrand à une certaine période sous Napoléon. Mais en général, les courtisans, ils viennent, ils vous disent « vous êtes formidable, ce que vous avez fait c'est magnifique, les Français sont derrière vous, etc. etc. » J'ai rencontré pour le prochain livre le président de la République il n'y a pas longtemps, avec Jacques Santamaria, qui nous disait le bruit, et le général de Gaulle disait la même chose, le bruit de la rue, le bruit de la France, on ne l'entend pas. Les gens qui viennent nous voir, 9 fois sur 10, pour ne pas dire davantage, c'est pour nous dire que tout va bien et que tout est magnifique. Donc effectivement, ils se retournent vers ceux en qui ils ont le plus confiance.
Et ils acceptent lorsque les mères sont encore vivantes, ce qui n'est pas toujours le cas quand on arrive au sommet, mais enfin en tout cas au moment où les parcours politiques démarrent, c'est vers elles qu'il se tourne. Et en termes de confrontation intellectuelle, c'est peut-être plus facile aussi de se confronter justement à une position, une opinion liée à sa mère, à sa maman, plutôt qu'à des gens ou des journalistes ou le citoyen lambda. On rappelle une anecdote à propos de Napoléon célèbre, c'est que sa mère, Laetitia, qui était une personnalité tout à fait extraordinaire et qui s'affrontait avec son fils, qui avait une confiance inébranlable en lui, mais qui en même temps l'affrontait. Et quand il a décidé de se faire couronner empereur, elle était hostile. Elle a dit c'est complètement stupide, ça sert à quoi, etc. Et elle a refusé. Napoléon n'aimait pas. Hein, elle a refusé de venir couronnement. Vengeance de Napoléon, qui le lendemain du couronnement a fait venir le célèbre peintre de l'époque David, et c'est le tableau qu'on voit au musée du Louvre, où il y avait, je crois, on donne le chiffre dans le livre, quelque chose comme 180 personnages qui étaient présents ce jour-là réellement. Et il a dit à David, vous me faites le tableau de la cérémonie de couronnement d'hier et vous rajoutez ma mère. Déjà le Photoshop à l'époque. Donc sa mère n'a pas voulu venir, mais lui a demandé que sa mère, pour l'histoire et pour la peinture, la mère de Napoléon figure sur ce tableau alors qu'elle n'y était pas. Encore une question, Patrice Duhamel. Pensez-vous qu'il y a vraiment des femmes dans l'ombre des grands hommes qui ont eu une importance extrême d'un point de vue politique ? Ah oui, mais la plupart. Alors, vous parliez de l'avant-propos. Je voudrais rajouter, parce que je crois que c'est un livre très féministe, et comme celui d'Irène, si j'ai bien compris, parce que moi je suis très féministe, j'ai toujours adoré travailler avec des femmes, nommer des femmes dans des postes de responsabilité, etc. Dans l'avant-propos, on dit qu'on aimerait bien un jour écrire Jamais sans eux, c'est-à-dire des hommes d'influence pour des femmes de pouvoir. Malheureusement, en France, on n'en est pas là. Il y a du boulot. Sur l'influence, je vais juste prendre un exemple, parce que c'est quelqu'un dont on a voulu réhabiliter, non pas la personnalité, parce que je crois que les Français, dans la légende, dans ce qu'on appelle le roman national, elle a une place très importante, qui est Yvonne de Gaulle. On a tendance à considérer que c'est la femme du général. Que c'était une bigote qui restait dans son coin, qui allait à la messe, à la Madeleine tous les jours, etc., etc. Elle a largement participé à la décision du général de Gaulle, tardive, parce qu'imaginez que les femmes n'ont pu voter en France qu'en 1944, c'est absolument hallucinant. Même Léon Blum en 1936, avec ses 4 femmes sous-secrétaires d'État, il n'y a pas réussi. Donc elle a largement participé en rappelant au général régulièrement le rôle majeur, on le sait maintenant, qu'ont joué les femmes dans la résistance notamment. 2, il était hostile à la pilule et à la contraception. Il disait les femmes vont devenir des machines à faire l'amour, la France va devenir un gigantesque lupanar, etc. C'est elle qui l'a convaincu. C'est pas du tout l'image qu'elle a. Donc on a voulu réhabiliter son rôle politique, mais toutes les femmes qu'on a citées, les mères, plus un certain nombre Bernadette Chirac a joué un rôle majeur par exemple, Ségolène Royal avec l'actuel président de la République dans son parcours politique a joué un rôle majeur, etc., etc., etc. C'est vraiment des choix et des décisions et des influences de nature politique, clairement. 2 livres qui parlent des femmes, Jamais sans elles, des femmes d'influence pour des hommes de pouvoir, Patrice Duhamel, Jacques Santamaria. Marie Curie prend un amant par Irène Frein. Merci madame, merci monsieur d'être venu aujourd'hui sur Fan Auvergne pour parler de vos livres et puis aussi participer à ce salon du livre Roya Chamalières. Merci. Merci.